Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Mais parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi, pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, le nouveau roi est un colosse d'1,90 m. Nous sommes dans le plus étrange pays où jamais fut homme de cette compagnie. Désormais, le bain de sang est inévitable. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 14, le vent de la victoire se lève. Au tout début de l'année 1515, le royaume de France se réveille avec la gueule de bois. Le vieux roi est mort et les défaites successives ont balayé la crainte et l'admiration que la puissance des armées françaises suscitait dans la péninsule italienne. À la mort du roi, c'est donc son jeune cousin, François d'Angoulême, qui ceint la couronne. En l'absence d'héritier mâle pour Louis XII, c'est ce membre d'une dynastie cadette de la famille royale des Valois qui hérite du droit de succession. Convaincu de ses chances d'accéder au trône, sa mère, Louise de Savoie, lui a fait donner une éducation digne d'un roi et le jeune François se sent prêt à assurer sa royale mission. François Ier est sacré le 25 janvier 1515 dans la cathédrale de Reims. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à Louis XII. À seulement 20 ans, le nouveau roi est un colosse d'1,90 m. Son énergie débordante trouve son exutoire dans la chasse, un loisir qu'il pratique passionnément et dans toutes les activités physiques en général. Si son éducation lui a donné le goût des arts et des belles lettres, c'est avant tout un roi chevalier. Héritier des traditions médiévales, il place son honneur et celui de son royaume au premier plan de ses préoccupations. Et justement, à peine la couronne posée sur sa tête, le voilà obsédé par l'Italie. À ses yeux, les défaites françaises dans la péninsule et la perte du Milanais sont un affront insoutenable. D'autant plus que le Milanais est son héritage. Il est en effet l'arrière-petit-fils de Valentina Visconti, la fille du duc de Milan. Bon, je ne rentre pas dans le détail de son arrière-grand-maman, allez donc écouter l'épisode numéro 1 du Moyen-Âge dans tes oreilles, si vous voulez en savoir plus. Avec toute la fougue d'un jeune de 20 ans, le roi commence dès le lendemain de son sacre à organiser la campagne. C'est décidé, il va rassembler la plus grande armée que la péninsule ait jamais connue. Une infanterie de 30 000 hommes, 23 000 lansquenets allemands dont la fameuse bande noire de Gueldre, connue pour sa férocité. 10 000 cavaliers en armure et 60 pièces d'artillerie. Autant dire que ça va barder. Chauffée à blanc par l'énergie et le charisme du nouveau roi, la noblesse française exulte à l'idée de reconquérir le Milanais et de faire mordre la poussière au fameux piquier suisse, quasiment invaincu depuis 200 ans. Les Suisses, justement, ne sont pas décidés à se laisser faire. Soutenus de loin par le pape, Ferdinand d'Aragon et l'empereur Maximilien, ils se massent au pied des routes alpines, prêts à en découdre. Afin de bloquer l'accès aux Milanais, ils se répartissent les points stratégiques. Prospero Colonna, le général des armées pontificales, rassemble ses troupes à Saluzzo, tandis que les Suisses restent à Susa. La bagarre peut commencer.
De l'autre côté des Alpes, François Ier est arrivé le 30 juin 1515 à Grenoble. Sur les conseils de Gian Giacomo Trivulzio, l'un de ces généraux dont on a déjà parlé, il décide de mener son armée à travers le col de la Larche, un étroit passage qui n'est praticable que par les bergers et leurs troupeaux. Mais le roi veut surprendre les Suisses. Des jours durant, son armée accomplit l'impossible, ouvrant des passages à l'explosif et hissant les énormes pièces d'artillerie de précipice en précipice. François en profite tout de même pour écrire une petite lettre à sa maman, lui racontant les détails de cette étonnante randonnée. « Madame, nous sommes dans le plus étrange pays où jamais ne fut homme de cette compagnie. Mais demain, j'espère être en la plaine du Piémont avec la bande que je mène, ce qui nous fera grand plaisir, car il nous fâche fort de porter le harnois parmi ces montagnes, parce que la plupart du temps, il nous faut être à pied et mener nos chevaux par la bride. À qui n'aurait vu ce que nous voyons, il serait impossible de croire qu'on pût mener gens de cheval et grosse artillerie comme nous le faisons. » Et la tactique paye. Déboulant des cols alpins, l'avant-garde française capture Prospero Colonna avant même qu'il n'ait eu le temps de rassembler ses troupes. Devant l'avancée française, les Suisses se replient vers Milan, alors que François Ier s'empare de Turin le 30 août 1515. Malgré la puissance de son armée, le roi hésite encore à lancer l'offensive. Les Suisses sont de redoutables adversaires et il sait que des dissensions existent entre les cantons. Les cités-États patriciennes, en particulier Berne, Fribourg et Soleure, sont moins chaudes que les autres et aimeraient étendre leur influence plutôt vers le Valais que vers l'Italie. Les cantons les plus ruraux et montagnards, Schwyz, Uri et Zurich par exemple, tiennent au contraire à cette politique italienne et veulent maîtriser les cols alpins qui mènent vers leur territoire. Jusqu'au bout, le roi cherche à négocier. Il offre aux cantons suisses une somme colossale d'1 million d'écus s'ils acceptent de se retirer et de lui offrir leurs services pour de futures expéditions. La balance semble pencher du côté de l'apaisement lorsque soudain l'arrivée du cardinal Mathieu Schinner renverse la tendance. Prince-évêque de Sion et représentant du pape auprès des cantons, Schinner est la cheville ouvrière de l'ambition suisse en Italie depuis des années. Exhorté à se battre par l'influent cardinal, une partie des mercenaires suisses refuse l'offre française et décide de marcher contre François Ier et son armée. La négociation a échoué. Désormais, le bain de sang est inévitable.